Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier module qui a un peu tardé à sortir, mais le voici enfin. Alors, j'espère que vous allez tous bien en cette fin de période de confinement et que tout se passe pour le mieux de votre côté, que vous n'avez pas eu de soucis de santé ni votre famille. Voilà, donc voilà, alors on redémarre tout doucement avec un des derniers modules, si c'est le dernier, concernant le community management. Donc là, comme vous avez pu le voir durant l'ensemble de ces modules de formation, on a abordé un certain nombre de sujets, voilà, qui commencent à s'imbriquer les uns dans les autres, je l'espère, dans vos têtes. Puis maintenant, on va voir une mise en application très concrète, voilà, qui s'intitule le community management. Alors, alors je vous rappelle mes coordonnées. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube aussi qui tourne pas mal. J'ai mis pas mal de vidéos dessus, dont une dernière concernant les Google Ads, si ça vous intéresse. Donc voilà, petite publicité, cliquez sur le lien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je cherche des abonnés actuellement. Merci beaucoup. Alors pour revenir à notre cours, définition du community management. Alors déjà, j'ai un peu regardé ce qui se disait à droite à gauche sur Internet et j'ai essayé de rassembler tout ce qui me semblait être le plus pertinent pour moi. Donc encore une fois, c'est une proposition de définition, comme je le fais systématiquement, à vous de l'adapter à vos besoins. Donc, pour moi, le community management, c'est le processus de construction d'une communauté dite authentique entre des clients, des employés, des partenaires d'une entreprise, par le biais de divers types d'interactions. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez large. Donc, ce qui compte pour moi, c'est avant tout la notion de communauté. C'est également la manière dont une marque utilise diverses opportunités, alors soit en personne, il y a des communautés on va dire, physiques, soit en ligne. Voilà, et ça permet d'interagir avec son public pour créer un réseau dans lequel on peut se connecter, partager et se développer. Alors, bien entendu, quand on parle de community management, on pense très souvent à une communauté qui est en ligne, mais sachez que le community management peut également se faire en présentiel. Alors, dire, mais pourquoi faire du community management? Alors là, je vais prendre bien entendu le cas d'une entreprise, hein. On ne va pas parler du cas des associations ou d'autres types d'organisations, donc vraiment dans le cadre du business. Bah, déjà, un des premiers atouts du community management, c'est qu'on a un retour d'information qui est direct et quasiment, je ne vais pas dire immédiat, parce que l'immédiateté a différentes notions temporelles, mais on a avant tout un retour d'information. Alors, ça peut être sur les idées de ses clients, ça peut être sur les membres d'une communauté, ça peut être, c'est surtout au travers de véritables conversations, très souvent via des chats. On en reparlera tout à l'heure. L'autre point, c'est le plus courant auquel nous on pense en tant que client, c'est le soutien et le support. Vous avez un problème, vous vous adressez à la marque et la marque, vous attendez à ce qu'elle résolve votre problème. Donc là, on a vraiment la notion de support et d'aide aux clients. Le troisième point, troisième avantage, c'est que quelque part, ça augmente également votre notoriété en tant que marque. Si vous avez une assistance client ou une communauté, ça veut dire que quelque part, votre marque a de l'importance au lieu de plus la communauté est grosse, grande, plus c'est en général synonyme également d'une grosse entreprise qui est solide. Donc voilà, ça procure une certaine notoriété de votre marque, mais également des produits ou des services que vous vendez. Quatrième point, vous en retour, vous apprenez à connaître vos clients. Parce que vous voyez les clients qui discutent entre eux sur cette communauté. Vous en apprenez plus sur ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendent par rapport aux produits, par rapport aux services, que ce soit en termes de contenu, en termes de support, en termes d'amélioration, d'optimisation. Voilà, donc vous avez des feedbacks assez immédiats. Ensuite, le cinquième point, on n'y pense pas forcément, mais pour on va dire justement les clients qui sont le plus adeptes de communauté, vous arrivez à tisser quelque part également des relations individuelles avec certains de vos clients. Et ce sont des clients très souvent que vous arrivez par la suite à convertir en, on va dire, en VIP ou en ambassadeur de votre marque. Plus les relations individuelles sont fortes, euh, plus les clients sont convaincus du bien fondé de votre marque. Alors en général, relations individuelles sont considérées dans ce cas-là comme positives, hein. Euh, il va sans dire qu'il peut aussi y avoir des relations individuelles négatives, même si c'est plus rare, parce que quand je dis relations individuelles, c'est vraiment
que vous connaissez, que vous, limite, vous êtes capable de rencontrer la personne physiquement. Voilà. Ensuite, le sixième point qui rejoint un peu tous les précédents, c'est que en ayant une communauté importante, vous êtes capable également de stimuler les interactions entre les clients, donc partage d'opinions, échanges, collaboration, etc. Et quelque part, ça peut également doper vos conversions et bien entendu vos ventes. Septième point, c'est que ça apporte une valeur ajoutée à vos clients, parce qu'ils n'ont pas simplement l'image d'un produit, d'un service, d'une marque dans leur tête, ils ont également une personne qui est là derrière, et c'est une personne physique. Parce que très souvent, voilà, je vais prendre le cas d'une marque, Samsung. J'étais très fan de Samsung à une époque, mais quand je regarde Samsung, moi je me réfère très souvent à leurs produits. Mais je n'ai pas l'image d'une personne derrière Samsung. Alors que j'imagine bien qu'il y a également une entreprise avec des gens qui travaillent derrière, et un PDG et un support, mais j'ai jamais eu affaire à eux. Et je ne suis pas vraiment rattaché à une communauté. Cependant, j'accorde enfin, moi une forte valeur à cette marque-là. Je suis sûr qu'à titre personnel, vous trouverez également des marques qui, pour vous, ce n'est qu'un produit, voire un service. Euh, Là où ça commence un peu à diverger, c'est quand on parle de téléphonie. Réfléchissez-y un petit peu, parce que très souvent, il y a des amalgames qui sont faits entre le produit et la personne à laquelle on s'adresse. Alors, maintenant, chose importante, bon là on a brossé dans les grandes lignes ce que c'est le community management, hein, mais c'est très théorique. Il faut savoir qu'il existe différents types de community management. Là, je crois que j'en ai listé 6. J'en ai pris 6 parce que pour moi, c'est les plus flagrants, c'est ceux qu'on trouve de manière les plus courantes. Je suis sûr que si vous faites des recherches plus approfondies, vous serez capable d'en trouver d'autres. Mais connaissez déjà ces 6-là, ce sera vraiment une très bonne base. Alors, le premier, je l'ai évoqué à l'instant, c'est le support client. C'est le premier auquel on pense. Alors, le support client, via quel moyen? Enfin, soit via un forum, où là, à ce moment-là, il y a un animateur de forum et un modérateur de forum, un qui modère les messages pour éviter, bien entendu, tout ce qui est insulte, etc. Et un animateur, justement, pour animer un petit peu la communauté et faire que ce forum vive. Ça peut prendre également une forme d'une FAQ, d'une foire aux questions, qui est alimentée régulièrement par les questions qui sont posées par les clients. Et dès que vous avez des nouvelles questions, vous envoyez une petite newsletter à votre base de données client et puis vous voyez que bah, tiens, je participe à ça parce que c'est moi-même qui ai posé la question et je vois que la question elle est en ligne. Donc c'est cool, c'est très positif. Euh, Troisième chose, bah, c'est le site web communautaire. Il en existe plein sur la toile, hein. Ça peut être euh, soit des prestations de services, très souvent, il en existe des centaines, hein, où justement, je vais y arriver, où c'est les relations entre les clients ou les utilisateurs du moins du site qui sont mises en avant. Alors, j'ai pris ici un exemple. Alors, je vais cliquer dessus, on va l'ouvrir ensemble. Alors, c'est un site qui est très connu, hein, WebRank Info. C'est un site à la base d'informations sur, sur le marketing digital, sur le site web, sur énormément de choses. Et en fait, ils ont donc vous voyez, hein, ils ont différents dossiers, machin, ils rédigent énormément, mais ils ont également un petit forum qui est pas si mal. Enfin, là, si on regarde, voilà, vous voyez le nombre de messages, il n'y a pas des milliers de messages qui sont postés par jour, mais il y en a quand même certains. Et du coup, ils répondent à des choses très spécifiques. Donc là, on a une partie forum référencement, des techniques avancées, techniques internationales. On a des forums qui sont en rapport avec Google au sens large, les différents outils. On a un forum qui est dédié aux réseaux sociaux, un forum pour parler de vos sites, gestion d'un site web. Enfin voilà, c'est relativement transversal, c'est pas trop mal. Donc voilà, ça c'est un très bon exemple de communauté vivante dans laquelle il y a une animation. Alors je vous invite à regarder un petit peu, hein, je crois que le forum il est ouvert, hein, si on clique là-dessus, on peut lire les messages librement sans forcément être inscrit. Donc voilà, vous avez quelques messages. Voilà. Il y en a certains qui datent un peu parce que voilà, c'est des questions assez récurrentes ça n'a pas bougé depuis. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus actuels, le nouvel outil de suppression dans la Search Console, les pages de index. Donc ça, c'était un premier exemple, mais on va dire ça reste du standard, du courant.
Ce n'est rien d'exceptionnel, c'est vraiment la base. C'est pas le plus compliqué en termes de community management, par contre, c'est très chronophage. Ensuite, deuxième type de community management, c'est admettons, vous avez une idée qui aboutit à une innovation, à une création, et où là, vous avez un fort besoin de retour client ou de retour utilisateur. Et ces retours utilisateurs ne doivent pas se faire dans 1 ou 2 ans, ils doivent être immédiats. Vous devez les avoir, on va dire, pour le lendemain, ou du moins dans la semaine. Alors pour cela, il n'y a pas 50 solutions. C'est en général comment ça fonctionne. Vous avez une landing page, vous avez déjà fait de grosses campagnes de com à la base. Via cette landing page, les clients ou les futurs clients ont possibilité de s'inscrire en laissant leur adresse email. L'autre moyen d'avoir des adresses email, c'est de passer par des campagnes de crowdfunding où là, forcément, ben, vous avez déjà des adhérents à votre innovation, à votre création. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez des gens qui ont déjà prépayé pour obtenir votre nouveau produit, votre innovation. Et via le formulaire, vous avez récolté déjà un certain nombre d'informations. Et vous leur renvoyez un autre formulaire dans lequel vous dites, OK, vous avez eu le produit maintenant, alors maintenant vous allez me faire des critiques et alors vous passez par un système de traitement et d'analyse des données. Et là, très souvent, ce sont des communautés qui sont très petites. Hein, allez, pour des petits projets moyens, vous pouvez regarder sur tous les sites de crowdfunding. Hein, si vous avez une centaine de personnes, c'est déjà sympa. Moi-même, j'avais lancé une campagne de ce type-là. Je crois que j'étais arrivé à maximum 25 et encore, je suis généreux. Donc, vous voyez, c'est là où vous pouvez clairement lancer des discussions en one-to-one, en face-à-face et avoir vraiment des opinions, peut-être subjectives, mais au moins ce sont des opinions de vrais utilisateurs. Donc, voilà, encore une fois, c'est valable sur les très petites communautés. Là, pareil, c'est très chronophage, ça demande du boulot. Et là, très souvent, le community manager, c'est le même que le créateur, parce que très souvent, c'est pas splitté. Moi, je conseille toujours d'avoir des gens avec soi, parce qu'honnêtement, ça bouffe un temps de fou. Donc là, je vous ai donné un exemple de crowdfunding. Je vous donne un autre exemple, c'est tous les plugins WordPress. Pour ceux qui utilisent WordPress, vous savez qu'on peut installer des centaines de milliers d'extensions différentes. Très souvent, quand vous installez une extension, il vous demande après, immédiatement ou quelques jours après, vous avez un petit message dans votre interface WordPress qui vous dit ah tiens, ça vous a plu, bah, laissez une note ou envoyez-moi un message avec votre feedback. Ben voilà, ben ça typiquement, c'est le genre de choses qui marche plutôt bien. Troisième type, j'en parlais également dans mon introduction, c'est tout ce qui est phénomène d'acquisition et d'ambassadeurs où là, on propose, ben, c'est là où vous avez besoin, là, vous avez déjà un début de marque et vous souhaitez en fait la promouvoir davantage, mais pas que via de la publicité payante. Donc là, en fait, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez des packs de branding, c'est très souvent ce qu'on propose également aux journalistes qui, sans le savoir, sont des ambassadeurs s'ils vous font un bon article, où là, vous proposez des communiqués de presse, des logos à télécharger, etc. Et vous demandez à quiconque de promouvoir votre marque. Ça existe également en marketing digital, c'est tout ce qui est affiliation. Ça se retrouve très souvent dans les produits digitaux où en fait vous avez par exemple une formation qui coûte 1 000 euros, mais dans le cadre de l'affiliation, vous dites ok, tu vas faire la promotion de cette formation à ma place. Si tu arrives à en vendre une, bah, je te file 300 euros et vous encaissez 700 euros. Voilà, en fait, c'est de la promotion faite par tierce personne sous réserve qu'elle vous fait gagner un client. En échange, vous payez la personne. Il y a plein d'affiliations qui existent. C'est la folie. Réseaux sociaux, c'est le même principe. Hein. Prenons Facebook pour exemple. Eh ben, voilà, très bien. Vous pouvez très bien avoir un site web ou avec quelque chose de très orienté business, un réseau social un petit peu plus euh, comment dire, j'allais dire dévergondé, mais c'est pas ça, c'est un petit peu plus vulgarisé, un petit peu plus euh, moins business, quoi. Vous êtes peut-être un peu plus humain, entre guillemets, c'est-à-dire où vous revêtez en fait via votre réseau social, c'est vous qui vous mettez en avant et non pas le produit ou le service que vous vendez. Là, j'ai pris un très bon exemple. On parlait d'affiliation. Alors pour ceux qui sont fans de café, moi je suis un vrai caféinomane.
Il y a la société Café Royal. J'aurais pu en prendre une autre, hein, c'est celle-là qui m'est venue, qui est suisse. Et en fait, comment ça se passe? Eh ben, en fait, vous pouvez recommander leurs propres produits et gagner de l'argent en retour. Donc voilà, alors comment ça se passe? Bah, vous voyez, hein, bon, c'est en francs suisses, mais du coup, qu'est-ce qu'ils garantissent? Bah voilà, vous avez une base de rémunération. Si vous êtes capable de leur ramener des clients, eh ben, ils vous reverseront 8% du montant des ventes. Euh, 10% pour les bons vendeurs et 12% pour les top vendeurs. Donc voilà, en fait, ils vous font faire leur travail de promotion à leur place et en échange, ils vous rémunèrent. Bon, le problème, c'est que ce système-là, c'est bien pour la marque, ça c'est vrai. Par contre, pour la personne qui fait de l'affiliation, bah déjà, ça demande énormément de temps et réfléchissez vraiment 10% sur des ventes. Vu tout le travail que ça va vous demander pour avoir une vente, honnêtement, il faut vraiment être un bon commercial pour arriver à décrocher quelque chose. Mais bon, il y a des niches dans lesquelles ça marche très très bien. Donc ça, c'est un. Voilà, il y a des. Comment dire, il y a des communautés en fait qui peuvent se tisser au travers de systèmes d'affiliation et ça peut plutôt bien marcher. Là, en termes de management, bah, finalement, il n'y en a pas tant que ça parce qu'en fait, vous donnez tout le package à ces personnes, à ces ambassadeurs, c'est elles qui font tout le taf. Et en fait, elles râleront jamais parce que très clairement, si elles vous rapportent un client, vous les payez, elles sont contentes. Et si elles n'en rapportent pas, bah, ce sera de leur faute et pas de la faute de la marque. Donc au final, il n'y a pas vraiment de management. Voilà. Ensuite, plus sérieusement, quatrième type de community management, la génération de contenu et la planification. Alors, comment ça se passe? Ben, déjà, sur un réseau social, bah, c'est assez classique, hein, voilà, vous faites des posts et vous les mettez en ligne. Vous avez également des marketplaces sur lesquels vous vendez vos produits. Vous avez le crowdfunding, j'en parlais tout à l'heure, mais ça fonctionne également là. C'est-à-dire que là, vous faites des appels quelque part aux dons, parce que ce sont des dons, hein, ne l'oublions pas. Euh, et vous avez les contenus qui sont générés par les membres. Euh, Là, on va prendre un exemple ultra connu. En gros, c'est-à-dire que vous ne gérez pas tant la communauté, mais plutôt le contenu qu'elle produit. Airbnb. Airbnb, c'est quoi? C'est une plateforme totalement, je vais dire totalement autonome. Il y a quand même des équipes derrière qui la gèrent, mais je veux dire, à la base, c'est quoi? À la base, la plateforme, elle est vierge et il n'y a rien dessus. C'est qui apporte le contenu? Ce sont ses utilisateurs. Ils mettent en location des appartements, des maisons et ce que vous voulez. Donc, quelque part, vous gérez, on va dire, là, vous êtes déjà plus dans manager de contenu et non plus de communauté. Mais quelque part, vous êtes en contact avec les gens qui mettent en ligne leurs différents produits, appartements et maisons. Donc là, c'est encore un type qui est différent, mais qui demande aussi pas mal de travail parce que comme vous ne savez pas quels contenus sont publiés, ben, vous devez passer beaucoup de temps à automatiser certaines choses. Je pense également à Le Bon Coin. Voilà, il y a des choses que vous êtes clairement interdit de vendre. Vous pouvez faire un test, mettez voir un truc qu'ils n'aiment pas trop en vente. Euh, vous pouvez faire un test qui est pas trop gênant, qui n'est pas en soi illégal. Ceux qui connaissent les répliques d'Airsoft, en fait, ce sont des répliques d'armes, mais qui sont en plastique ou en métal, mais voilà, qui tirent des petites billes en plastique, ça tue personne, hein. Bah ça, par exemple, même si ce sont des répliques, vous n'avez pas le droit de les vendre sur le bon coin, alors que ce ne sont pas des vrais, en soi, ce ne sont pas des vraies armes. On s'entend bien. Visuellement, oui, mais factuellement, non. Et ça, on n'a pas le droit de le vendre sur le bon coin. Donc, quelque part, il y a également la filtration de contenu qui est faite au niveau de ces plateformes-là et c'est également une forme de management. Ensuite, cinquième point, ce que j'appelle l'engagement externe. Donc, je parle de réseau social ici, mais c'est très différent parce que c'est réseau social, pas au sens facebookien du terme. J'entends par là un espace qui est hors entreprise, qui sort du moule avec une espèce d'impression de liberté plus grande. Donc en fait, la marque est présente, mais vous n'êtes plus dans le business quotidien. Euh, alors là, j'ai cherché des exemples, mais en fait, il y en a beaucoup. C'est quasiment tous les réseaux sociaux des marques sont comme ça. Vous pouvez prendre
J'ai cité l'UNISTRA, hein, prenez voir le réseau social de l'Université de Strasbourg. Qu'est-ce qu'elle a de commun avec l'université que vous fréquentez tous les jours? Au final, hormis, à part les étudiants, pas grand-chose, parce que vous n'êtes pas en contact avec, on va dire, l'entité Unistra. Il n'y a rien d'administratif. On ne vous parle pas de. Vous pouvez pas retirer vos diplômes. Enfin, vous ne pouvez pas suivre de cours encore sur Facebook. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est un peu hors du moule, dans lesquels on parle de choses qui sortent un peu du quotidien purement et strictement universitaire. Donc là, c'est un engagement externe. C'est là où on commence à voir le vrai rôle du community management, parce que c'est là, dans ce genre de contexte-là, où la liberté semble être plus grande, qu'il y a le plus de choses, de personnes à modérer. Parce que tout le monde peut parler de tout et de n'importe quoi. Vous pouvez parler du sandwich que vous avez mangé à midi ou du week-end que vous avez passé, que vous avez détesté. Donc voilà, énormément de choses de ce type-là. Et puis à l'inverse, bah, il y a l'engagement dit interne. Donc en gros, c'est exactement la même chose que l'engagement externe, mais pour une communauté qui fait vraiment partie du business. Donc là, c'est typiquement un intranet. Bah, l'intranet de l'Unistra, voilà, il est dédié avant tout aux employés de l'université. On y trouve un certain nombre de choses qui sont hyper factuelles, relatives au contrat, relatives au règlement, relatives à ce que vous voulez, à l'administratif, voilà. Vous avez quelques petites choses qui sortent un peu du lot, genre, je sais plus, mais enfin, je sais qu'à une époque, il y avait des petites annonces, enfin, il y avait, mais voilà, ça resterait quand même très, très carré, c'était très, très propre, quoi. On peut parler également voilà, j'ai mis un autre exemple, Crème de la Crème, qui est en fait une communauté de freelance à Paris. Ils sont sur Slack, qui est également un autre outil en ligne. Voilà, ça aussi, c'est très sympa, c'est très convivial, mais on reste dans du business, c'est-à-dire qu'on posera jamais de questions sur ce qu'on a mangé à midi, quoi. On parle sur des choses très, très terre à terre, de manière très, très décontractée, mais je veux dire, ça reste du business. Voilà. Ok, donc voilà, c'est un peu les six types de communautés que je voulais montrer avec vous. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des choses à faire, hein. Le métier est très très vaste. Donc, quand on dit community manager, on ne peut pas vous dire ça va fonctionner de telle ou telle manière. Tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous allez bosser. On va peut-être vous demander à vous de créer des contenus, parce que oui, community management, c'est pas forcément gérer une communauté. Ça peut vouloir également dire faire la promotion de l'entreprise, hein. On est très souvent à cheval sur différents métiers, hein. En même temps, community manager est rarement, voire jamais, en 2020, je ne pense plus que ce soit le cas, vous n'utilisez jamais qu'un seul réseau social. En fait, vous managez plusieurs communautés sur plusieurs réseaux sociaux. Il faut vraiment être à l'aise en plus avec ça. En dehors du management de la communauté, faut connaître les outils, quoi. Faut connaître Instagram, Pinterest, Facebook, voilà, que ce soit sur téléphone, PC, iPhone, machin. Enfin voilà, et toutes les choses ne sont pas forcément possibles en plus sur les différents devices. Donc voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, mais c'est bien, mais si moi je veux créer une communauté, comment je fais? Je vais dire, bah, relisez, revoyez les cours précédents, la démarche est exactement la même. Vous identifiez votre cible, savoir à qui vous souhaitez vous adresser, qu'est-ce que vous voulez leur vendre, et puis vous lancez, vous utilisez le produit adéquat. Et je reviens toujours au même point, hein. Choisissez le bon support que vous souhaitez utiliser en relation avec votre cible. Si votre cible, ce sont des personnes de plus de 50 ans, n'allez pas sur Facebook, enfin allez-y, mais à tâtons, prévoyez peut-être autre chose. C'est pas pour dénigrer les plus de 50 ans. Enfin, ils sont quand même moins dessus, et s'ils sont dessus, c'est plus pour de la lecture que pour la participation, parce que ça aussi, c'est important. Mais voilà, faut vraiment identifier le meilleur moyen de communiquer avec la personne qu'on souhaite toucher. Ça, c'est incontournable. Voilà. Après, bah, il n'y a pas 50 solutions, il faut se lancer. Faut se lancer. Une fois que vous avez trouvé votre cible, une fois que vous avez trouvé votre support, lancez-vous. Il n'y a pas de secret. C'est assez simple maintenant de lancer une page sur Facebook. Je veux dire, c'est la portée du premier venu. Vous pouvez lancer une communauté sur Instagram, ça marche très très bien. TikTok en ce moment, c'est en train de faire des ravages monumentaux. Il y a des jeunes qui gagnent du pognon juste en faisant des vidéos à 2 balles. Euh,
Si votre cible c'est ça, allez-y, mais il faut essayer. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, il faut essayer. Vous allez vous planter, oui, c'est sûr, mais il ne faut pas avoir peur de se planter. Mais ce qui compte, c'est vraiment s'imposer un rythme de travail et avant tout aimer le faire. Community management, c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Moi, je suis pas community manager, je vous le dis. Voilà, je fais un cours sur le sujet parce que je sais comment ça fonctionne. Je verrai des communautés dans ma vie, mais c'est pas mon kiff. Honnêtement, je le fais de temps en temps pour dépanner, mais c'est pas mon kiff. Moi, voilà, c'est un métier, c'est une attitude, c'est une passion. Il faut aimer produire du contenu, il faut aimer gérer des gens, il faut aimer répondre, quel que soit le moment de la journée, parce que très souvent, voilà, on vous pose des questions à 22 heures. Si vous répondez que le lendemain, bah, le client est peut-être frustré. Enfin, voilà, c'est énormément de choses à faire. En tout cas, si vous lancez une communauté, imposez-vous un rythme de travail. Là, j'ai mis que la base, c'est un post par semaine. Bon, c'est vraiment le minimum syndical, hein. Idéalement, mais enfin, moi, ce que je préconise toujours, que ce soit pour un blog ou autre chose, faites 2 à 3 posts par semaine. Il y a des techniques pour rédiger rapidement. Vous passez peut-être 1 heure à le faire, mais faites-le bien. Récupérez une belle image, mettez un beau titre, mettez du contenu, faites-en la promotion à droite à gauche, enfin la promotion, la diffusion à droite à gauche. Et puis voilà, à un moment, ça va grandir. Mais voilà, c'est du travail, il ne faut pas négliger ça. Alors, maintenant, comment gérer la communauté? Donc là, on a vu les grandes lignes, les types de community management. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que vous la gérez, votre communauté, une fois que vous l'avez? Alors, premier point, c'est qu'essayer, alors ça c'est dans le cas où vous travaillez pour une entreprise, hein, porter avant tout les valeurs de la marque dans tous les messages, dans toutes les interactions que vous faites. Si vous avez une entreprise de jardinage, et ben, si vous faites un post sur Facebook par semaine, mettez en avant le nom de votre boîte dans le post, le titre en haut du compte qu'il a posté, ça suffit pas. Mettez des emojis, mettez des choses un petit peu plus accrocheuses. Il faut qu'on voit que c'est vous. Ça, c'est le basique et bête ce que je dis, mais non, en fait, il faut le faire. Euh, et veillez également que tout le contenu que vous partagez, que vous mettez en ligne ait un but, un objectif, et qui réponde aux attentes et aux besoins de votre cible. Évitez les posts qui sont trop généralistes, trop dans le vague, où il n'y a pas de call to action, où il n'y a rien. Non, chaque contenu doit avoir un objectif. À quoi va-t-il servir? À qui s'adresse-t-il? C'est pour vendre les géraniums au printemps? Ok, alors proposez une petite promotion, mettez un bouton, et quand on clique dessus, on arrive directement sur la page où la personne peut commander et acheter ses géraniums en ligne. Commencez pas à dire quel est le meilleur moyen de planter son géranium. Ça peut aider, non, mais votre but avant tout, c'est de susciter du clic, voire de générer du chiffre d'affaires. Donc, tournez le texte pour qu'il réponde à cela. Planifier, publier, engager, quel que soit le contenu que vous publiez. Alors planifier, oui, c'est-à-dire que là, il faut être assez rigoureux. Dites-vous que si vous publiez tous les mardis matins un article, eh ben, vous planifiez, c'est-à-dire que vous travaillez dessus le week-end ou le lundi, vous le programmez pour qu'il soit automatiquement publié le matin à 8 heures, parce qu'à 8 heures, vous dormez peut-être encore, vous n'avez pas envie de vous lever pour le faire. Planifiez-le, comme ça il sortira à l'heure fixe et vous savez qu'à 8 heures du matin le mardi, bah, les gens ils sont sur leur Facebook et qui sont en train de lire leur truc. Donc voilà, c'est des choses qui se travaillent également, le rythme de publication. Encore une fois, il faut que ce soit un contenu engageant. Alors ça, c'est dans le cadre où vous avez à créer des cadeaux, des promotions et des concours en ligne. Voilà, il faut également avoir conscience que ça fait partie du travail intrinsèque du community manager. Il y a également tout ce côté très promotionnel qui rentre en ligne de compte. Ensuite, quel rôle vous devez également avoir et faire? Il faut vous assurer que les règles et les directives de la communauté sont suivies par tous les membres. Il y a des communautés qui sont quand même très strictes. Je prends un truc très basique, les
insultes, les lynchages en public, les bad buzz, enfin voilà, il y a 50 choses qu'on pourrait lister comme ça, toutes les choses un peu négatives ou interdites. Voilà, c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément automatiser. Justement, alors tous les messages qui sont postés, vérifiez et rappelez, n'hésitez pas à rappeler à l'ordre les gens qui ne les respectent pas. Donc il y a aussi un petit peu un rôle de gendarme quelque part. Ensuite, le community manager, ce que vous devez faire, vous devez également mesurer les résultats de tous les contenus et de tout ce que vous avez posté. Quand je dis résultats, c'est quoi? C'est le nombre d'impressions, le nombre de clics, le nombre de partages. Si vous êtes déjà dans une démarche commerciale, est-ce que tel poste a rapporté plus d'argent que tel autre? Selon la manière dont vous l'avez écrit. Enfin voilà, il y a énormément de choses à mesurer. Donc vous avez également un petit travail d'analyste à faire. Après, il y a également un gros travail de veille. Alors ça aussi, c'est un gros morceau. Il faut essayer au maximum de se tenir au courant des tendances du secteur, des mises à jour qui sont apportées, que ce soit par rapport à l'outil que vous utilisez ou par rapport aux produits que vous vendez. Euh, Prenons pas, je parlais de jardinage tout à l'heure, mais voilà, chaque année, il y a des nouvelles plantes qui arrivent sur le marché. Bah voilà, si vous êtes community manager, vous n'êtes pas forcément jardinier, mais soyez quand même au courant des nouvelles tendances. Dites-vous, bah tiens, cette année, il y aura davantage de plantes rouges dans les jardins parce que le rouge est à la mode, alors que l'année dernière, c'était des plantes jaunes. Enfin, je dis n'importe quoi, j'invente, mais voilà, typiquement, c'est des choses qu'il faut connaître. Si d'un coup vous vous mettez à faire un post sur des bleuets alors que la mode est au géranium, vous êtes à côté. Donc faites de la veille. Euh, Ensuite, il faut connaître votre communauté. Parce que là, on parle de contenu à gérer, d'attitudes qu'il faut gérer, mais une communauté, ça reste des personnes. Donc, euh, apprenez à les connaître, vos membres. Après un certain temps, sur Facebook, vous êtes capable d'aller voir qui c'est qui aime votre page. Donc, allez visiter les profils, regardez ce qu'ils font, essayez d'avoir des statistiques sur eux. Est-ce que ce sont des jeunes célibataires? Est-ce que ce sont des couples mariés? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce que ce sont des retraités? Voilà, essayez de définir, bon, on en revient au persona. Voilà, c'est qui vos membres? Est-ce que les membres de votre communauté correspondent au persona que vous aviez à l'origine ou pas? Et faites des ajustements en conséquence. Euh, c'est basique aussi, mais voilà, faut pas se leurrer. Soyez authentique. Sachez dire merci quand il faut dire merci. Sachez vous excuser quand il faut vous excuser. Et puis bon, c'est ce qu'on voit actuellement. Nous vous soutenons. Ça paraît bête. Enfin, maintenant, on en a un peu plein les oreilles. Passez-moi l'expression actuellement avec le confinement. C'est vrai que tout le monde dit merci à tout va et nous vous soutenons, etc. Mais d'un côté, si on ne l'avait pas dit, euh, voilà, les gens se sentiraient un petit peu délaissés. Le problème qu'on a actuellement, oui, c'est la masse. Tout le monde qui le dit. Donc, en fait, ça tue un petit peu l'impact de la chose. En plus qu'on est, voilà, avec la télévision, en plus, si vous la regardez, vous êtes peut-être un peu plus rabâché. Mais sans la télévision, honnêtement, voilà, vous vous rendez compte que voilà, dire merci dans une communauté ou à des personnes, ça marche. Et les gens, ils sont contents. Voilà. Ensuite, faut pas hésiter quand vous créez votre communauté, à créer un espace qui, se- qui soit sûr quelque part, qui soit rassurant. Faut pas que les gens se sentent agressés ou qu'ils aient, on va dire, des craintes à venir vous voir. Parce que ça peut arriver. Moi, je n'ai pas encore vu ça, mais enfin, ça peut arriver. Voilà, vous souhaitez rentrer dans une communauté, mais rien que d'y faire le premier pas, ça vous frustre un peu. Si, dans le monde des développeurs, c'est un peu ça. Quand vous apprenez à développer, alors à créer un langage de programmation, que vous n'avez pas encore toutes les connaissances et compétences, vous avez toujours un peu peur de rentrer dans des communautés dans lesquelles il y a des gens qui sont bien meilleurs que vous. Pourquoi? Soit parce que vous êtes timide ou vous avez peur d'être pris pour un débutant. Enfin voilà, c'est toujours un peu cette démarche qui peut être un petit peu craintive. Donc essayez aussi de créer un espace qui est quand même sûr euh, pour l'ensemble de vos membres. Et n'hésitez pas, oui, voilà, il faut partager des idées, inciter les gens à faire des commentaires, à résoudre leurs problèmes. Ça, c'est la clé. Alors maintenant, pour ceux qui connaissent, c'est quoi la différence entre un bon CM, un bon community manager et un mauvais community manager? Alors, il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur.
Le community manager qui gère sa communauté, et puis il y a celui qui gère sa communauté. Voilà. Voilà, pour ceux qui connaissent les inconnus, petit clin d'œil. Alors plus sérieusement, à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon d'un mauvais? Sachant que voilà, c'est toujours difficile un peu de trancher, mais enfin bon, il y a quand même quelques bonnes pratiques desquelles on peut s'inspirer. Alors, première chose, c'est la gestion des bad buzz. Alors ça existe. Toutes les grandes marques ont, je pense, un jour été confrontées à plus ou moins grande échelle. C'est comment sont gérés les bad buzz. Ça, c'est hyper compliqué à gérer. Parce que d'une part, vous n'êtes pas le seul à prendre des décisions, et d'autre part, c'est vous que tous les clients ont en ligne de mire quand ils lisent l'article et quand ils réagissent. Donc c'est facteur de stress, donc il faut être très résistant au stress. Alors en bad buzz, ouais, je pourrais le citer. Vous pouvez aller chercher sur internet un exemple assez récent, le slip français. Euh, Grosse entreprise française de prêt-à-porter masculin, euh, qui avait toujours cette réputation d'être made in France, voilà, bleu, blanc, rouge, etc., tout ce qu'on veut. Voilà, ils ont dû gérer un bad buzz suite à une soirée privée où les gens se sont filmés entre eux. Ils ont eu un comportement qui était vraiment totalement déplacé, que ce soit vis-à-vis de la marque et même de manière générale. C'était un comportement tout à fait, qui était absolument pas opportun, qu'il fallait pas diffuser. Voilà, donc je vous laisse découvrir comment ce bad buzz a été géré. C'est vrai qu'ils ont un petit peu étouffé l'affaire, même ils ont mis un peu de temps à répondre. Après, je crois que l'affaire est un peu tombée dans l'oubli, hein, parce que les gens ils oublient très vite, n'est-ce pas? Mais, mais voilà, allez-y, regardez, apprenez de ce qu'ils ont fait en bien ou en mal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en anglais les haters, et les mécontents en français. En gros, c'est des gens qui, quoi que vous fassiez, ils sont là en fait pour vous embêter, pour pas dire autre chose, et pour vous dire des choses qui vont pas sur votre produit. Euh, mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, hein. C'est des gens qui vraiment sont là pour vous ruiner. Alors soit c'est des concurrents qui souhaitent vous descendre, ça arrive, hein. C'est très souvent le cas ça dans les avis sur Internet, dans les avis dans Google et tout ça. C'est la concurrence est assez féroce à ce niveau-là. Donc ça, pareil, il faut apprendre à les gérer. Bah, il y a plusieurs manières de faire, hein. Après, ça dépend aussi de votre direction. Donc, posez-leur ouvertement la question. Soit vous les éjectez, soit vous les gérez de manière un peu plus polie et plus humaine. Bon, tout est absolument possible. Bon, après, il y a les commentaires négatifs, bah, les vrais commentaires négatifs. Voilà, il y a des clients qui ont un commentaire négatif. Un cas typique, euh, j'ai reçu ma commande, mais le carton était déchiré, il manquait un produit dedans. Voilà, commentaire négatif, ou commande arrivée en retard, ou ne répond pas au téléphone. Enfin voilà, vous voyez toutes ces choses un petit peu récurrentes. On peut les voir très souvent en téléphonie, ou voilà, ou chez les boîtes de livraison type TNT et compagnie. Regardez les commentaires, c'est assez hallucinant, quoi. Moi, je ne sais pas comment ils gèrent par derrière, mais enfin voilà, c'est des choses qui s'apprennent et que vous devez savoir gérer. Il faut garder son sang-froid, ça je vous l'ai dit. Il ne faut pas péter un câble. Donc c'est pour ça que moi je fais pas ce métier non plus, parce que je suis un peu trop rentre dedans. Mais ouais, faut savoir garder son sang-froid, faut pas céder au stress. Voilà, c'est quelque chose de très humain. Alors, je vous ai mis quelques liens. On va les regarder ensemble. Alors, je vous ai mis un exemple. Donc, c'est sur le site Capital. Donc ça, c'est le cas. Mais alors, à la SNCF, j'en ai trouvé pas plein, mais j'en ai trouvé. Aussi également sur les réseaux régionaux TER. Euh, voilà, ça c'est un cas typique. Vous avez une cliente qui se plaint des tarifs. Donc je vous laisse libre. Voilà, où il y a une cliente qui dit comment les pauvres, entre guillemets, pourront prendre le TGV si on a les coût de 179 € pour faire un Paris-Perpignan. Est-ce que le tarif est justifié ou pas? C'est pas à moi de le dire. Là, vous avez la copie du truc. Et puis, le community manager a répondu ça. Le community manager, déjà, il répond pas à la question.
ce qui dit, comme vous devez le savoir, réponse reste inchangée. L'offre TGV Max, c'est une offre qui permet de voyager en illimité hors période de forte affluence. Déjà, il ne répond pas à la question. Déjà, c'est un premier problème. Parce qu'en fait, la cliente, elle veut savoir comment est-ce qu'une personne qui a des difficultés au quotidien pour payer ne serait-ce que son loyer peut se payer un ticket pour aller voir sa fille, par exemple, qui est à Perpignan. La deuxième réponse, c'est encore pire. Alors ça, je vous laisse voir. Et comment fait-elle aussi pour s'acheter un smartphone de dernière génération? Même débat, je pense que c'est compréhensible, même pour les gens qui n'ont pas bac plus 7 à très vite. Alors ça, je vous laisse dire que c'est le genre de réponse qui passe pas du tout. Mais vous voyez, ça, c'est un community manager, il a craqué son slip, passez-moi l'expression. Mais en gros, il a dépassé les bornes, il a pété un câble, il s'est laissé aller à une réflexion qui est, voilà, même s'il a pensé, voilà, il n'avait pas à l'écrire. Et ça, voilà, je vous laisse lire la suite parce que le descriptif est assez long. Enfin bon, typiquement, ça c'est un bad buzz. Alors comment il a été géré, voilà, en bien en mal, je ne suis pas là pour juger. Je vous donne les exemples. Un autre, ça c'est un truc un peu plus généraliste, c'est le blog du modérateur, qui est aussi assez connu, où il a listé, on va dire, les pires erreurs des entreprises sur les réseaux sociaux. Bon, l'article il date de 2016, mais c'est bien parce que du coup, ça permet de trouver des choses un petit peu plus anciennes, mais voilà, on apprend toujours de ce qui s'est passé. Alors, hormis les fausses infos, il y a des choses qui sont quand même assez, assez terribles. Voilà, parmi les erreurs, voilà, dans la conclusion, il y a une chaîne de pizzeria qui tente de surfer sur un hashtag populaire. Alors, ils ne se sont pas rendus compte que c'était un truc contre les violences conjugales. Donc voilà. Après, il y a eu le tweet Can you find your next destination à Malaysia Airlines quelques mois après la disparition de l'avion. Un peu chelou. Euh, Sans compter tout ce qui se passe autour du 11 septembre. Là, on en voit des vertes et des pas mûres. Je trouve ça totalement hallucinant. Enfin bref, cherchez des exemples sur Internet. Apprenez comme ça. Apprenez de ce qui s'est fait, de ce qui s'est mal fait. Et que comme ça, que vous serez également capable de vous créer, on va dire, une expérience, une connaissance, même si vous n'y avez pas participé. Ensuite, j'en avais pris un troisième, gérer une crise de A à Z. Alors ça, c'est un peu plus pointu. En fait, là, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en community management et qui parle justement de la gestion du bad buzz. Et vous donne un peu une méthode de comment faire. Alors moi qui n'ai jamais eu à gérer de bad buzz, je vous le dis, voilà, j'ai trouvé plutôt l'article assez intéressant. Voilà, il y a certaines choses qui sont dedans, il y a des bonnes idées, il y a les. Donc voilà, en fait, ça vous responsabilise clairement une fois que vous avez vu ça. Et vous voyez un peu les actions que vous pouvez mener, même en relation avec soit le département dans lequel vous travaillez, voire avec votre direction. Donc voilà, je vous laisse le lien dans la présentation. Après, vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des outils qui sont là pour nous faciliter les choses? Alors, si, un cheat sheet offert. Ah, merveilleux. Je vais vous le mettre sur la plateforme également. C'est assez, pardon, je ne vais pas dire bête, mais simple. C'est un petit tableau Excel dans lequel vous pouvez en fait gérer et planifier tout ce que vous avez à faire sur les réseaux sociaux. Vous verrez, il est assez simple à prendre en main. Est-ce que je l'ai là? Alors, un instant, fichier, ouvrir. Alors voilà, le fameux cheat sheet community management. Alors, je vous le partagerai, hein, rassurez-vous. En fait, c'est très simple. Ça se passe en 2 étapes. Vous pouvez le mettre sur le drive. Donc, en gros, vous donnez. Si vous travaillez seul, bah, vous l'utilisez seul, sinon vous le partagez avec votre équipe. Et en fait, dans le deuxième onglet, j'ai bien un exemple. Donc ça marche pour Twitter. Ici, vous saisissez le texte de votre publication, la date d'ajout, euh, postez par. Donc ça, si vous êtes plusieurs, c'est bien. Sur quel réseau social?
là, vous mettez le titre de votre publication. Là, ça vous donne en temps réel la longueur de votre titre, parce qu'il y a des titres qui sont limités. Là, vous mettez le lien. Là, vous pouvez mettre un petit hâte et les hashtags qui sont prévus. Donc ça, c'est pas trop mal. Si vous êtes plusieurs à publier sur les réseaux sociaux, ben voilà, vous complétez, vous faites votre petit tableau de planification. Alors celui-là, il a été fait pour Twitter. Après, vous pouvez le faire pour énormément d'autres, hein. Il y a pas de limite. Donc voilà, celui-là, je vous le mets à disposition. Je reviens juste sur le, sur ça. Alors, j'en étais où? J'en étais là. Tac. Voilà. Donc voilà le petit tableur. Ensuite, il y a différents outils qui existent. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a des freemium. Il y en a deux que j'ai listés parce que je les connais, hein, c'est pas. Voilà. Le premier s'appelle Buffer, buffer.com. Pour débuter, c'est pas mal. Ça permet de voir un peu comment fonctionne un outil de ce type. Alors, Buffer, c'est quoi? Même s'il est assez limité, ça vous permet voilà, d'utiliser des différents produits en fait, pour pouvoir publier directement sur les réseaux sociaux. En fait, vous pouvez planifier, collaborer, publier sur différents réseaux. Il y a différents prix également, parce que bon, c'est très compliqué de trouver des outils gratuits pertinents. Moi, je suis pas. Moi, honnêtement, je n'ai pas trouvé des bons qui sont gratuits, mais enfin bon, vous voyez déjà que vous avez une offre d'essai et l'offre free en fait est à 3 comptes avec 10 posts planifiés, un user, ce qui est déjà honnêtement pas mal quand on débute. Après, si vous souhaitez aller plus loin, bah, vous voyez que vous avez une offre à 15 $ par mois, ce qui est vraiment ridicule. Et si vous optez pour un paiement annuel, vous tombez à 12 $ par mois. Voilà, donc ça c'est en entrée de gamme, on va dire, c'est pas si moche. Moi, je l'ai utilisé il y a quelques années de ça. Franchement, ça marche plutôt bien. Maintenant, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, alors pour moi, ça c'est le top. Euh, il n'est pas trop cher, hein, c'est un peu plus cher, mais c'est pas non plus excessif. Donc eux, ils vont vraiment très très loin dans dans le truc. Alors en plus, ils se comparent eux-mêmes avec d'autres solutions, Outsuite qui est très connu, mais que moi je trouve totalement hors de prix. Ils prennent Buffer en version 99 $ par mois, donc eux ils sont à 30 $ par mois et vous voyez que vous pouvez déjà gérer 25 profils, 3 membres, support prioritaire, enfin voilà. Vous avez celui-là, honnêtement, je l'ai trouvé le plus accessible. En plus, actuellement, il y a très souvent des promos avec un accès gratuit à. Voilà, ça fait quoi? Ça fait du 42 $ par mois en paiement annuel. Bon, pas donné, en mensuel, on a 50 $. Bon, voilà, à vous de les tester, hein. J'ai pas d'action chez eux, hein, donc, mais si vraiment c'est le métier que vous voulez faire, passez par un outil de ce type-là. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Vous souhaitez devenir freelance ou vendre des services, ça, voilà. Il y a des moyens assez simples après de se faire financer. Voilà, il faut les tester. Alors, conclusion, hein, voilà, bah, je vais pas réinventer la roue ni l'eau chaude, hein, vous l'aurez compris, il faut rester correct, humble, sympathique, avoir quand même un caractère, on va dire, bien ancré, parce que les gens sont pas toujours très gentils avec vous, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, c'est un travail où vous êtes très souvent seul quand il s'agit de mettre la main à la pâte, mais n'oubliez pas non plus que vous avez très souvent aussi une technique, une équipe derrière qui est là pour vous soutenir, que ce soit un département, une direction. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui se veut collaboratif, même si au final c'est vous qui intervenez de manière très individuelle dans la communauté. Alors quelque part, soyez parfait, mais j'en doute pas que vous le serez. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, je vous mets mes contacts. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Je cherche absolument des abonnés. Et regardez, j'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur les campagnes Google Ads, si ça vous intéresse, avec de très bonnes techniques que je livre.
Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et bonne semaine.